Bonjour, aujourd'hui avec Christiane Desroches-Noblecourt, le plus grand pharaon d'Égypte, Ramsès II. Tu gouvernes en tant que roi du double pays. La limite de ta frontière va jusqu'aux confins du ciel. Tout ce qu'il recouvre est sous ton autorité, tandis que tu es sur terre, sur le trône d'Horus, le roi des vivants. « 2000 ans d'histoire. Quand il est venu en France en 1976, il fut accueilli comme un chef d'État par un détachement de la garde républicaine. L'événement aurait été banal si le souverain qui arrivait cette année-là à Paris n'était pas un roi mort 32 siècles plus tôt, le plus célèbre pharaon d'Égypte, Ramsès II, dont la momie, rongée par les champignons, allait être restaurée au musée de l'homme du Trocadéro. Quelques minutes avant son atterrissage, l'avion qui transportait la dépouille de Ramsès avait même exceptionnellement survolé la place de la Concorde, passant au-dessus d'une des nombreuses constructions de ce pharaon bâtisseur, l'obélisque de Luxor, sur lequel sont gravés quelques épisodes d'un des règnes les plus longs de l'histoire. Il commençait en 1290 avant notre ère, quand à la mort de son père Séti, Ramsès II devenait à 25 ans le troisième pharaon de la 19e dynastie. Tu vas être bientôt pharaon, Ramsès. J'espère que tu es heureux. Maintenant. Je suis heureux d'être votre fils. Vous avez rendu à l'Égypte sa grandeur. Avec moi, je sens que cette grandeur dominera le monde. L'aigle royal est monté vers le soleil. Christiane Desroches-Noblecourt, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'était la mort du pharaon Séti et l'avènement de son fils Ramsès II, que vous connaissez bien. C'est grâce à vous que plusieurs de ces temples ont été sauvés des eaux au moment de la construction du barrage d'Assouan. C'est à votre demande aussi que la momie de Ramsès a pu être conservée, restaurée. Et puis, on vous doit aussi une passionnante biographie de ce pharaon dont vous parlez comme si vous l'aviez connu alors qu'il vivait il y a plus de 3000 ans. Comment est-ce que vous faites ? Mais d'abord, il a eu la bonne idée de laisser pas mal de textes et de représentations qui nous permettaient d'évoquer son existence. C'est beaucoup, cela. Et puis, quand on essaye de comprendre, il faut se mettre dans la peau du personnage. Alors justement, ce personnage, on dit qu'il fut le plus grand pharaon d'Égypte. Qu'est-ce qui fait la grandeur du règne de Ramsès ? Est-ce que c'est sa longueur ? Il a régné pratiquement presque aussi longtemps que Louis XIV et il a vécu 92 ans, ce qui était exceptionnel à l'époque. Oui. À peu près 92 ans, d'après l'étude que l'on peut faire de sa momie. Il a régné tout de même pas mal d'années, 67 ans. Ouais. C'est invraisemblable. Ouais. Et puis, je crois que c'est un homme qui avait le sens de la publicité. Il savait parler de lui, et il savait mettre en relief tout ce qui lui arrivait, et toujours à son avantage. C'était un optimiste. C'était aussi un grand diplomate, je crois. Et puis son règne correspond aussi, Christiane Desroches-Noblecourt, à l'apogée de la puissance égyptienne. Il faut peut-être rappeler le contexte pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien que vous l'histoire de l'Égypte. Nous sommes à l'époque du Nouvel Empire, c'est-à-dire un empire qui a duré 5 siècles, mais c'était déjà 1500 ans après les pyramides, mais très longtemps aussi avant notre ère. Le Nouvel Empire qui avait été édifié par ses prédécesseurs. Et là, il y avait aussi de grands pharaons. L'Égypte avait longtemps vécu en vase clos, et avec sa propre grandeur, et quand elle s'est ouverte aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui sont venus les envahir, ils ont pris conscience de leur force, de leur faiblesse aussi, et des possibilités que les pays voisins pouvaient leur apporter. C'est donc l'apogée, on peut le dire, vous venez de le prononcer, l'apogée probablement de l'histoire de l'Égypte, et la fin de cette apogée. Et puis avec de grands pharaons ou pharaons. Couronne le règne de Ramsès II. Il y a eu des grands pharaons avant. Avant, Hatshepsut, dont vous êtes venu nous parler ici. Il n'était pas ici. encore pharaon, c'est que le nom pharaon apparaît sous le règne d'Hatshepsut. Et si on veut bien se pencher sur cette reine extraordinaire, elle a été aussi un remarquable souverain. Mais Ramsès a vécu beaucoup plus longtemps. Il a eu des moyens d'expression beaucoup plus nombreux. Il nous a laissé des monuments encore plus importants, bien que ceux d'Hatshepsut, comme le Deir el-Bahari, n'a pas été égalé. Et il a été associé très tôt, avant même d'être pharaon, au gouvernement. Son père en avait fait le co-régent, son père Séti. Comme presque beaucoup de pharaons. Je crois qu'ils ont voulu
instruire, j'allais dire éduquer, instruire leurs successeurs. Ils ont souvent pris comme co-régent un jeune prince dont ils ont fait un grand souverain. En l'occurrence, donc, le fils de Séti, Ramsès. Oui, il a été le fils aussi d'un très grand bonhomme. D'un très grand bonhomme, Séti. Et c'est drôle, c'est toujours au début d'une nouvelle dynastie. Regardez, Hatshepsut sort après tout de même la création d'une nouvelle dynastie, avec deux autres souverains qui n'étaient pas d'origine royale. Eh bien, Ramsès, c'est la même chose. Son grand-père, Paramessou, était vizir du dernier roi de la 18e dynastie, Horemheb, un militaire, qui avait choisi son successeur, c'est-à-dire son vieux vizir, qui l'a mis sur le trône, mais parce qu'il savait que le vieux vizir avait un fils très brillant, Séti, qui est devenu Séti Ier. Alors le grand-père, rappelons, le grand-père de Ramsès II, c'est Ramsès Ier, celui dont vous nous l'ancien parlez. vizir. Son père, c'est Séti. Séti Ier, qui n'a pas régné longtemps, mais qui était un très grand bonhomme. Et Ramsès, lui, hérite de ses deux prédécesseurs. Et puis, il a en lui une valeur certaine. Alors, c'est une dynastie de guerriers, vous le rappelez, Christian de Roche-Noblecourt, car dès le début du règne, eh bien, il se bat, Ramsès II. Il sent qu'il va y avoir il sait, il avait ses renseignements, il avait des informateurs, il sent qu'il y a une coalition, mais c'est pas une petite coalition. Est-ce que vous réalisez, vous voyez la place de l'Égypte et du delta? La capitale des rois à ce moment-là était à l'est du delta. Mais il faut monter jusqu'à la Turquie actuelle, l'ancienne Anatolie, pour savoir que les rois hittites, les premiers Indo-Européens qui se profilent dans le Proche-Orient, ont organisé une coalition avec toutes les petits royaumes de tout ce Proche-Orient, et ça descend beaucoup plus bas que Beyrouth, pour s'opposer à la force égyptienne. Donc c'est effrayant. Il a une coalition épouvantable contre lui. Et donc il va mener une guerre défensive, en l'an 5, il est obligé d'aller. Et d'emmener toute son intendance à des centaines de kilomètres hors de l'Égypte. C'est tout de même un fait d'armes extraordinaire. À Kadesh, pour être précis. Ça se trouve où à Kadesh? Sur l'Oronte. Au Liban. Écoutez, vous voyez Kadesh vous voyez où est Beyrouth, oui. Et vous voyez où est Alep. Eh bien, c'est entre Beyrouth et Alep, sur un fleuve qui s'appelle l'Oronte. Et c'est là donc que va se dérouler cette célèbre bataille qui a été construite par les Égyptiens, mais prise par les Hittites, et qu'il veut refaire sienne. Par le roi Mouatali, le roi des Hittites. Il y a eu une bataille, c'est un peu confus, mais ça a été présenté comme une victoire. Les deux peuples ont laissé des archives. Et c'était aussi une période, vous me parliez de la brillance du règne de Ramsès II, mais c'est parce que c'est une période où on parle beaucoup, on écrit beaucoup. Aussi bien les Hittites que les Égyptiens ont laissé les archives des deux batailles. Justement, je vous propose d'écouter quelques extraits de ces archives, de cette bataille, une des plus grandes de l'Antiquité, c'est en 1286, donc la bataille de Kadesh, telle qu'elle a été décrite donc sur presque tous les monuments d'Égypte, la revue de hiéroglyphes de l'époque déchiffrée par Stéphanie Duncan. Oui, la bataille de Kadesh est représentée sur les parois des plupart des grands temples d'Égypte, Abydos, Luxor, Karnak, Abou Simbel et le Ramesséum. De cette bataille, on a aussi, donc on a des magnifiques bas-reliefs, mais on a aussi des récits, notamment le poème dit de Pentahour, du nom du scribe qui l'a rédigé, mais c'est Ramsès II lui-même qui parle et qui se présente. Ici, dit-il, commence la victoire du roi de Haute et Basse Égypte, le fils de Ré, Ramsès Mériamon. Sa majesté était un seigneur plein de jeunesse, ses membres puissants, son cœur vigoureux. 1 million d'hommes sont incapables de rester debout devant lui. Il ignore la mort comme un lion sauvage dans la vallée des animaux du désert. C'est beau comme début. Ensuite, Ramsès raconte comment, dans cette bataille, il se retrouve tout seul, attaqué par toutes les troupes du roi hittite et de ses alliés. Sa majesté se mit à regarder autour de lui et vit que 2500 chars l'entouraient, alors qu'il n'y avait aucun officier supérieur avec moi, pas de charriers, pas de soldats de l'armée, pas de porte-boucliers, pas un n'était resté pour les combattre. Quelle déroute! Eh oui. À ce moment, Ramsès II, se croyant perdu, implore son dieu, il n'y a plus que ça à faire, son dieu Amon. « Ai-je fauté envers toi, lui dit-il. Ne t'ai-je pas érigé de nombreux monuments et rempli ton temple de butin? J'ai sacrifié pour toi 10 milliers de têtes de bétail et toutes sortes d'herbes à parfum. Fais le bien pour celui qui s'en remet à toi. » Alors la réponse du dieu ne se fait pas attendre, heureusement. « Je suis avec toi, lui dit-il. Je suis ton père, ma main est avec toi. Je suis plus utile que des centaines de milliers d'hommes. Je suis le seigneur de la victoire. » Un message divin qui redonne alors confiance et force au pharaon.
Je tirais sur ma droite et capturais sur ma gauche. Les 2500 chars s'écroulaient devant mon attelage. Les bras de mes ennemis ne pouvaient plus tenir leurs javelots. Je les fis plonger comme des crocodiles. Je semais la mort dans leur masse. Aucun ne pouvait se relever. Même les renforts ennemis qui arrivent en trombe ne peuvent venir à bout de Ramsès II. L'un d'eux disait « Ce n'est pas un homme, c'est Baal en personne. Fuyons devant lui et sauvons notre vie. » Là, le pharaon harangue ses soldats qui, eux, se sont enfuis. « Comme vos cœurs sont lâches, dit-il, pas un d'entre vous n'est resté pour me tendre la main quand je combattais. Y en a-t-il un parmi vous pour qui je n'aurais pas fait une bonne action? N'avez-vous pas réalisé dans vos cœurs que je suis un mur de fer ?» Alors, le lendemain du combat, l'ennemi demande l'armistice à Ramsès II qui peut alors rentrer en Égypte où il est accueilli par les dieux eux-mêmes. Ils le gratifièrent de milliers de fêtes. Pour toujours sur le trône de Ré, toutes les terres et tous les pays étrangers étant prosternés sous ses sandales pour l'éternité sans fin. Alors c'est des textes que vous connaissez bien, Christiane Desroches-Noblecourt, le récit de la bataille de Kadesh par Ramsès II, seul contre 2500 chars. Dites-moi, il avait sacrément le génie de la propagande, on dirait aujourd'hui de la communication. Culot, oui. Écoutez, c'est le poème, mais il est quand même assez honnête malgré ses fanfaronnades. Il y a aussi le bulletin de la bataille. Parce que le poème, a été rédigé par Ramsès et remis en prose rythmée par Pentaour, qui n'était que le scribe. Mais c'était pour les écoles. Tandis que sur les murs, et surtout à Abou Simbel, il y a ce qu'on appelle le bulletin de la bataille. Et là, comme une espèce d'écran extraordinaire, il a déployé toutes les phases de la bataille. Et là, il n'oublie pas de signaler qu'à un moment donné, il arrive un contingent de soldats que l'on appelle des néharins ou néharines, qui sont des soldats, une sorte de légion étrangère remarquable, qui arrivent en ordre extraordinaire et qui justement aident au retournement de la bataille. Et ça, il les souligne pas trop, mais il les représente. En tout cas, la bataille est très indécise. C'est vrai qu'il aimait bien raconter... il mettait beaucoup d'emphase dans ce qu'il faisait. Politiquement ses victoires, ou demi-victoires, comme Kadesh, et les miracles aussi. Il faisait des miracles, dites-vous. Oui, chaque fois qu'il se passe un événement, il y a un miracle qui est là pour montrer que Ramsès est hors du commun des mortels. Quelques exemples. Oh bien, son père, qu'il vénère du reste, a essayé de faire creuser un puits pour que ces mineurs ne crèvent pas avant d'aller aux mines d'or du Wadi al-Aki en Nubie, mais il n'arrive pas à faire trouver la nappe phréatique. Mais il suffit que Ramsès s'en mêle à quelques mètres sous la roche, l'eau jaillit. Il y a toujours un miracle. Ce miracle, il s'en sert même jusqu'au bout de son règne, lorsqu'après avoir fait creuser cet extraordinaire temple, qui est celui d'Abou Simbel, on va en parler, oui. Le grand temple, il y a aussi à côté la grotte de la Reine, il a fait orner sa façade de 4 énormes statues prises dans la masse, chacune haute de 20 mètres, et après l'inauguration, au moment où vraiment l'Empire est au sommet de sa gloire, tremblement de terre, un des colosses s'effondre. Pour un homme comme Ramsès, qui vivait à son époque et avec la mentalité de l'Égypte, c'était un présage funeste. Non, il retourne la chose en disant, vous voyez, il va se passer un miracle, puisqu'on me prévient du fond de la montagne, le soubresaut des nerfs des dieux sont là pour me dire qu'il va venir un incident extraordinaire. Et cet incident, c'est son mariage avec la princesse hittite pour le traité de paix. Enfin, il y a Ramsès la fille du roi hittite avec lequel il signe du roi la paix. C'est pas le même. Oui. Le roi est mort, c'est un autre qui a succédé, grâce auquel la paix est venue. Alors des exploits, des miracles que Ramsès II inscrit dans la pierre sur tous les monuments. Tout le long de son règne. Ouais. Sur tous les monuments des villes d'Égypte, dont la nouvelle capitale des pharaons, Pi-Ramsès, dans le delta du Nil. En ce moment, voguent sur le Nil 80 bateaux chargés de richesses telles que celle-ci. Des blocs d'ébène, des tissus précieux, qui orneront votre nouvelle cité. Ces pylônes commémorent votre victoire à Kadesh, où vous écrasâtes les Amorites. Y en a-t-il de plus haut en Égypte? Il n'y en a pas de plus haut au monde. Avec tant d'esclaves, tu pouvais lever une armée? Mais j'ai élevé une cité. 16 lions semblables à ceux-ci en garderont les portes. Et elle perpétuera la gloire de Séti.
Alors c'était la construction de Pi-Ramsès, la capitale de la 19e dynastie, après Memphis, après Thèbes. Ça sera la capitale donc de Ramsès II, une ville qui a totalement disparu, je crois, Christiane Desroches. Parce qu'elle est dans les cultures. Oui. Alors vous savez, le delta est un endroit où on peut fouiller avec énormément de difficultés, et c'est tout. Alors évidemment, on y fouille maintenant. Nous avons des collègues autrichiens, un certain monsieur Manfred Bitak, qui fait des merveilles sur cet emplacement où les Hyksos, les envahisseurs de l'Égypte, avaient établi aussi leur capitale sur des vestiges d'une vieille ville égyptienne, j'en suis sûr. Mais la capitale de Ramsès devait être magnifique. Et comme Ramsès aime faire sa propagande, et la meilleure propagande qu'il soit, les poètes ont chanté la ville de Ramsès. C'est une ville paradis où les arbres à fleurs et à fruits sont en abondance. C'est extraordinaire. Et ça, je dois dire que ça devait être un endroit idéal pour y vivre. Alors il a disparu, mais alors tout le reste est resté. En fait, il y a des ruines. On trouve même les 4 quartiers et l'emplacement des temples. Oui, mais c'est pas ce qu'il y a de plus connu. Ramsès a été un des plus grands constructeurs, le plus grand pharaon constructeur. Il a construit tout le long du Nil, jusque très loin vers le sud. Et alors on dit beaucoup qu'il a achevé, parfois même usurpé les travaux de ses prédécesseurs. Voilà. Ça c'est la faute de certains égyptologues d'il y a une trentaine d'années. Dès qu'un pharaon met son nom quelque part, on le considère comme un usurpateur. Mais non, la chaîne des rois égyptiens, c'est une chaîne avec des maillons. Chacun ajoute son anneau. Et Ramsès n'a pas usurpé. La plupart du temps, il a ajouté pour montrer qu'il était le successeur de la grande lignée des maîtres du pays. Un exemple, le temple de Luxor. Exactement. Les obélisques, dont celui qui était à la Concorde, c'est lui. Il a mieux fait que de mettre son nom. Il a ajouté une cour et un grand pylône devant Luxor. Mais ce n'est pas vraiment un usurpateur. Ça, ce sont encore des fausses idées qui ont couru en égyptologie pendant très longtemps. Il a achevé la grande salle hypostyle de Karnak. Il a achevé. Son père avait commencé. Ouais. Il a construit un temple qui était magnifique, un des plus beaux, le Ramesséum, c'est ça? Avec une salle hypostyle, c'est-à-dire une salle sous colonne, qui est la plus harmonieuse de toutes les salles hypostyles, parce que celle de Karnak est terrible, elle est gigantesque. C'est une ancienne allée qui a été plus ou moins agrandie pour en terminer par ce que vous connaissez. Tandis que la salle hypostyle du Ramesséum est très équilibrée avec ses 12 colonnes que vous retrouvez dans toutes les cathédrales du reste. Et dans tous les récits des romantiques aussi. Et puis de chaque côté, vous avez tous les décans. Alors le chef-d'œuvre, Christiane Desroches-Noblecourt, c'est quand même très au sud, au-delà des cataractes. C'est un temple magnifique en plein désert, sur le Nil. C'est Abou Simbel, vous en parlez tout à l'heure, qui a une signification. Il y a eu ces quatre grandes statues. Oui, il y a eu la temple d'Arène aussi, 4 grandes statues colossales, 20 mètres. Les statues de la reine sont encore plus belles que celles du roi. Bien que les statues du roi, vous savez, c'est statues colossales qui ont été faites pour être vues du bas. Quand vous regardez ces statues colossales et que vous voyez des visages sublimes, alors que la statue a 20 mètres de haut. Et quand j'ai fait venir la photogrammétrie française, qui a pris avec ses photos théodolites des mesures sur des colonnes qui supportaient les appareils photographiques, à la hauteur du nombril de ces statues, c'était affreux. Leur visage était d'une laideur épouvantable. Ils avaient été faits pour être vus du bas. Je crois que ça a un sens, la construction de ces statues, de ce temple en plein désert. C'était quoi? Ça commémorait les fameuses crues du Nil qui quand même donnaient la vie à l'Égypte. Oui, je crois, parce que je me suis mis à chercher pendant des années, puisque pour sauver ces temples, il a fallu non seulement les connaître, mais surveiller les travaux quand ils ont été décidés. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Ramsès, dans un pays perdu, où les gens ne vivaient plus, a-t-il érigé 6 temples magnifiques? Alors la réponse? La réponse, c'est qu'on avait besoin de ces temples. Ce sont des machines divines qui étaient là pour provoquer l'inondation. Enfin, il croyait pouvoir provoquer l'inondation et la faire venir enrichir l'Égypte. Et au fond du temple, il y avait la statue de Ramsès qui était éclairée 2 fois par an par le soleil. À côté de 3 autres statues divines. Il n'était pas seul. Il était avec ses frères, les dieux, c'est beaucoup mieux. 2 fois par an, oui, le soleil venait revivifier ces statues pour redonner force à Pharaon.
Alors on trouve aussi, à côté, au pied de ces statues colossales qui sont à l'entrée du temple et dont nous parlions à l'instant, on trouvait alors toute la famille de Ramsès II. Enfin, une partie de la famille. Il y avait sa mère, il y avait ses femmes, pas toutes. Hein. La préférée, c'était Nofrétari, je crois, qui était grande épouse royale. Mais il a eu beaucoup de femmes, hein, comme les pharaons de l'époque. Il a eu Isis Néfert aussi. Il a eu des grandes épouses royales. Des grandes épouses royales. Des épouses royales tout court. Ouais. Des reines. Et ensuite des concubines. Mais d'abord, grande épouse royale, celles qui ont droit à donner la naissance au prince héritier. Et 4 de ses filles, il a épousé aussi. Ah oui. Ça se faisait en Égypte. Elles étaient élevées au loin. Vous savez, je crois qu'il ne les connaissait pas. Il les retrouvait, il les découvrait quand elles Pourquoi arrivaient. Pourquoi il les épousait alors? Pardon? Pourquoi est-ce qu'il les épousait? Oh, mais ça c'est rituel, c'est toute une histoire. Il était le dieu Atum lui-même, le créateur. Et la fille était celle qui illumine le dieu Atum. Non, mais ça, alors il faut entrer dans la théologie égyptienne. Oui. Ça n'a rien à voir avec les passions humaines. Alors il a eu beaucoup de femmes, donc il a eu une centaine d'enfants, il a surtout dites-vous. Eu 4 grandes épouses royales, mais je crois que la plus grande, c'est Nofrétari. Et alors une centaine d'enfants, dont la plupart d'ailleurs n'ont pas pu régner ses descendants parce qu'ils sont morts avant lui. C'est lui qui est mort très tard. Il est mort à 92 ans. Hein, c'est son 13e fils, je crois, Meremta, qui est devenu son successeur. Vous êtes très averti. Mais c'est parce que je vous ai lu, Christiane Desroches-Noblecourt, hein, et qui est devenu son successeur, donc Meremta. Et alors il n'y a pas que les monuments d'Égypte qui parlent de Ramsès. Il y a aussi la Bible, écrite beaucoup plus tard et qui place à l'époque de Ramsès II le départ des Hébreux après que Moïse ait infligé aux Égyptiens les 7 plaies qui ont poussé Ramsès à libérer ses esclaves juifs. La légende. Eh bien, on va voir. Laisse partir les Hébreux, grand prince, ou c'est la mort de l'Égypte. Tu triomphes, Moïse. La loi d'un esclave s'impose à l'Égypte. Tu fus sauvé des eaux du Nil pour faire mon malheur. Ton ombre s'est dressée entre moi et mon père, entre moi et ma renommée. Ton ombre porte partout la mort avec elle. Sors du pays d'Égypte avec ton peuple. Je vous accorde la liberté. Et au pied des statues colossales de Ramsès, édifiées avec la sueur, avec le sang, avec la chair d'un peuple, déferlèrent les enfants d'Israël. Alors c'était un autre extrait des 10 commandements de Cécile B. la libération par Ramsès des Juifs, à la demande de Moïse. Là, vous dites que c'est la légende. Vous voyez, quand on n'est pas égyptologue, les bêtises qu'on peut raconter sur l'Égypte. Mais c'est la Bible qui les raconte. La Bible. Mais la Bible, c'est un livre très respectable, mais c'est un ramassis de légendes. Et quand a-t-elle été écrite, cette Bible? Vous croyez qu'elle a été écrite du temps de Ramsès II? Bien après. Comptez le 7e ou le 6e siècle avant notre ère au maximum. Et là-dedans, dans cette Bible, il y a énormément d'histoires, d'événements qui se sont passés ou ne se sont pas passés et qui sont racontés de père en fils pendant des générations. Cela dit, c'est vrai qu'il y avait des esclaves juifs qui ont travaillé sur les... Non. Écoute, cette propagande m'insupporte. On en parle toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette propagande politique? Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Il y a eu des prisonniers de guerre. Les Égyptiens étaient les plus humains. C'est le premier humanisme au monde. Il y avait des domestiques, de famille, il y avait des prisonniers de guerre, mais il n'y a jamais eu d'esclaves comme monsieur Cécile Bellomille s'est amusé à les raconter dans un film odieux, qui est un film de propagande. Les Égyptiens étaient très humains. Ils pouvaient avoir d'autres défauts, mais pas celui-là. Et Ramsès, parce qu'il n'a pas fait que faire la guerre, il a construit des temples, on dit aussi qu'il Ramsès s'est d'abord défendu. Je crois qu'il n'a jamais attaqué, mais il était obligé de se défendre à tous les coins de sa frontière, surtout des frontières du nord-est. Alors évidemment, on a dit que c'était un grand guerrier, mais comment voulez-vous ne pas protéger son pays quand on a une coalition de tous les pays voisins pour venir dans le paradis terrestre, car l'Égypte est un paradis terrestre. Imaginez ces gens qui sortent du désert et qui arrivent devant cette oasis qu'est l'Égypte. Mais tout le monde en voudrait. Mais justement, d'abord, il n'y avait pas d'Israélites ni d'Hébreux du temps de Ramsès. C'est encore une belle blague. Il y a peut-être eu ce qu'on appelait les Hapirous. Les Hapirous étaient les Sémites les plus civilisés, voisins des Égyptiens. Et ils venaient s'engager pour travailler dans les chantiers de construction de Ramsès avec contrat. On les payait, et puis quand ils avaient fini leur travail, ils rentraient chez eux. Et ce n'étaient pas du tout des esclaves, au contraire.
C'était des collaborateurs, des ouvriers comme nous avons eu les Polonais et les Italiens. Dans une Égypte en paix, vous le rappelez, pendant très longtemps, après la guerre contre les Hittites, elle est restée en paix grâce à Ramsès, qui est mort en 1224. Oui. Et sa tombe, il ne reste pas grand-chose parce que sa tombe a été pillée très vite. Il Comme appartient à la 19e dynastie. Comme toutes les tombes des rois. Dès la 20e dynastie, elle a été pillée. Exactement. Et comment se fait-il qu'on ait retrouvé cette momie que vous avez sauvée, parce qu'elle était en train de se détériorer il y a quelques années? Quand il y a eu le premier pillage, non pas de contemporains des rois, mais tout de suite après la 21e dynastie, l'an 1000, où il y a eu des mauvais Nils, où les rois étaient en décadence, où les envahisseurs libyens sont arrivés, il y a eu des famines terribles en Égypte, et les hommes sont allés chercher dans les environs de la vallée des rois, l'or, là où il était. Et quelques années après, les prêtres, qui ont été avertis tout de même, sont allés faire des inspections et ont retrouvé ces malheureuses momies dans leurs tombeaux, pillées et démunies de leurs bijoux. Alors, ils ont caché ces momies. Et c'est parce qu'ils les ont mis dans une cachette très bien aménagée qu'on ne les a retrouvés qu'en 1880, du temps de Maspero. Qu'est-ce qui fait quelle est la place aujourd'hui de Ramsès en Égypte, plus de 30 siècles après sa mort, Christiane Desroches-Noblecourt? Il a tellement parlé de lui, il a fait tellement de monuments, parce qu'il a vécu longtemps, qu'il a eu quelquefois un peu la mauvaise presse. Alors j'essaye de le réhabiliter de temps en temps. Il n'a pas besoin de moi, c'est tout de même un très très grand bonhomme. Mais il est évident que c'est l'époque où la grande emphase était à la mode. Et il en a profité. Mais je pense qu'il l'a fait, là aussi, pour protéger son pays. Merci Christiane Desroches-Noblecourt. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre Ramsès II, la véritable histoire, édité chez Pygmalion et disponible aussi en livre de poche. Vous êtes également l'auteur d'un CD-ROM sur Ramsès II, réalisé par Michel François et édité chez Syrinx. Enfin, vous avez également publié chez Pygmalion La reine mystérieuse Hatshepsut. Vous avez pu entendre des extraits des 10 commandements, un film de Cécile B. DeMille, avec Yul Brynner dans le rôle de Ramsès II, un film disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gaëtan Colli et Benoît Gaspard, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.